que c'était juste le postpartum qui était difficile ou est-ce que cette mère s'est débarrassée de ses 3 enfants de façon préméditée? Le procès de Lindsay Clancy a commencé il y a quelques jours de cela et la vraie question qu'il y a derrière ce procès, c'est est-ce qu'il faut la soigner ou est-ce qu'il faut la condamner? Je vous préviens de suite, dans cette affaire, il n'y a pas d'amant caché, il n'y a pas d'histoire d'assurance vie, pas de méchant idéal et c'est probablement pour ça que cette affaire obsède l'Amérique depuis 3 ans maintenant. Il y a 3 éléments qui rendent ce dossier presque impossible à trancher. Le troisième est vraiment contre-intuitif, on va très certainement y revenir et c'est pour ça, je pense que les juristes américains aujourd'hui n'arrivent pas à trancher en faveur d'une décision. On est à Duxbury dans le Massachusetts, à environ 50 km de Boston, le genre d'endroit hyper safe où tout le monde laisse ses portes ouvertes. Lindsay Clancy a 32 ans, en janvier 2023, elle est infirmière et pas n'importe où, au Massachusetts General Hospital. C'est l'un des hôpitaux les plus prestigieux du coin et elle travaille dans un domaine assez particulier, la maternité. Elle s'occupe essentiellement des accouchements. Je sais, je fais que remettre en boucle les mêmes produits, mais ma peau est dans un état catastrophique, ça fait une semaine que je chiale, j'essaye de rattraper un peu le truc, mais là, excusez-moi pour cette tête. Elle est mariée avec Patrick depuis un certain temps, ensemble ils ont 3 enfants, la petite Cora qui a 5 ans, Dawson qui lui a 3 ans, et Callan, le petit dernier, un bébé de 8 mois qui est né en mai 2022. Les témoignages convergent vers un point, même l'accusation l'a évoqué. Les deux étaient un couple soudé, c'étaient des parents investis, ils s'aimaient profondément et aimaient leurs enfants. Ils passaient les fêtes d'anniversaire ensemble, ils faisaient des sorties régulières ensemble, ils passaient leur journée à s'envoyer des photos de leurs gosses, bref, ils s'aimaient, ils aimaient leur famille. Et puis presque du jour au lendemain, il y a un truc qui va se casser. À partir de la fin de l'année 2022, Lindsay développe une forme d'anxiété sévère. Elle fait beaucoup d'insomnie et elle relie ça à sa toute dernière grossesse. Selon son avocat, elle voit plusieurs spécialistes du postpartum et selon David, elle ressort tout le temps avec le même diagnostic, à savoir un trouble anxieux généralisé sévère. Lors de son dernier rendez-vous en décembre 2022, elle change de traitement et c'est à partir de là que toute cette histoire va être de pire en pire, qu'on va descendre dans une forme de spirale. Patrick dira à la barre que sa femme a commencé à avoir des idées noires et à dire qu'elle avait envie d'en finir. Elle lui dit qu'elle a des pensées intrusives, qu'elle a l'intime conviction qu'il va arriver quelque chose de grave à ses enfants. Patrick va lui poser une question très simple qui est celle de lui demander « Est-ce que tu as besoin de prendre de l'espace? Est-ce que tu as besoin qu'on t'éloigne des enfants ?» Chose à quoi Lindsay lui répond que non. Elle y arrive encore. Et d'après ce qu'il décrit à la barre, dans la minute qui suit, elle reprend un comportement normal. Elle fait à manger aux enfants. Elle passe la journée à s'occuper d'eux. Le soir, elle les met au lit. Elle s'occupe super bien de sa famille. Le 31 décembre, Patrick sent qu'il y a quelque chose de off avec sa femme. Il sent qu'il y a quelque chose de profond qui ne va pas bien. Il l'emmène à l'hôpital. Elle est admise en urgence psychiatrique dans un des services les plus réputés des États-Unis. Il rentre à la maison, il s'occupe des enfants et quelques jours plus tard, elle lui envoie un message et lui explique que sa place n'est pas là-bas, qu'elle se sent beaucoup mieux. Elle veut rentrer à la maison. 5 jours plus tard, c'est ce qui arrive. Elle rentre chez elle. Les médecins lui ont prescrit un nouveau médicament. Elle explique que ses pensées intrusives ont disparu et c'est essentiellement ce pourquoi on la laisse rentrer. Lindsay dort de mieux en mieux, elle se sent de mieux en mieux. 2 jours plus tard, la famille fête l'anniversaire de Cora dans un parc de trampoline. Lindsay s'amuse avec son mari, elle s'amuse avec ses enfants. Patrick reprend espoir, il pense que la situation est désormais derrière eux et il pense surtout que sa femme reprend également espoir et se reprend en main. 24 juillet 2023, 3 semaines plus tard, en fin d'après-midi, Lindsay fait 2 recherches sur son téléphone portable. Une pour des laxatifs pour ses enfants et une seconde pour un restaurant afin d'emporter des plats. Lindsay demande à Patrick d'aller chercher les médicaments à la pharmacie et en rentrant, de récupérer le repas. À son retour, il découvre une scène d'horreur. Je ne vais pas vous décrire avec exactitude comment la maison a été retrouvée parce que les faits sont actuellement contestés par la défense. Je vous rappelle que l'affaire est en cours, mais il s'avère que Lindsay a étranglé ses 3 enfants avec des élastiques de sport, puis elle s'est infligé des blessures à elle-même avant de se jeter
de la fenêtre du premier étage. Laura et Dawson, les 2 enfants les plus âgés du couple, décèdent sur le coup. Callan, le bébé, quant à lui, est admis aux urgences pédiatriques et décédera quelques jours plus tard. De son côté, Lindsay survit, mais elle est paralysée de la taille jusqu'aux pieds. Lorsqu'il rentre chez lui, Patrick appelle le 911. L'appel a été diffusé en cours la semaine dernière. Il dure 7 minutes. On l'entend parler à sa femme au sol dans le jardin. Il lui dit « Regarde-moi, dis mon nom, explique-moi ce qui s'est passé ». Il annonce ensuite à l'opérateur qu'il va voir où sont ses enfants, voir comment ils sont. Puis on l'entend juste hurler de tout son corps. L'opérateur ne comprend pas ce qui s'est passé. Il lui demande en boucle de lui expliquer ce qu'il vient de voir. Mais l'homme est tellement perturbé par la situation qu'il ne fait que hurler et pleurer. Le 27 juillet 2026, 3 ans et demi après les faits, s'ouvre enfin le procès. Il y a 18 jurés, 3 chefs d'accusation d'homicide au premier degré. Et en cas de condamnation de Lindsay, la peine est automatique. Elle sera condamnée à la perpétuité sans possibilité de remise en liberté conditionnelle. Betty, là, il faut que tu comprennes un truc, c'est que le procès n'est pas là pour déterminer qui a fait ça aux enfants. On sait pertinemment que c'est Lindsay, mais on essaye de savoir si cette femme est responsable pénalement de ce qu'elle a fait. Je vous jure, cette affaire me met en rogne parce que quand je vois des hommes parler ouvertement sur les réseaux sociaux de dépression postpartum, comme quoi eux aussi pourraient en être victimes. Et quand je vois ce que ça fait à certaines femmes, je me dis que ça tourne pas rond dans leur tête. Bref, revenons-en au procès. Il y a 2 versions essentiellement qui s'affrontent. Celle de l'accusation. Les procureurs disent que comme elle a envoyé son mari à l'extérieur du domicile, elle était consciente de ce qu'elle voulait faire. Elle a utilisé Apple Maps pour l'envoyer à un endroit qui est loin, un endroit où la famille n'a pas l'habitude de se rendre pour être sûre qu'elle puisse aller au bout de sa tâche. La procureure a résumé les faits assez simplement aux différents jurés en disant que ce n'était pas une femme qui était en pleine psychose, c'était une femme qui a agi, selon elle, de façon intentionnelle. D'ailleurs, l'accusation va sortir en plein procès une carte que personne n'a vu venir. Dès le premier jour, elle a ramené un sac de flacons de médicaments, 9 flacons encore pleins. Selon la procureure, Lindsay n'aurait pris que 7 comprimés qui lui auraient été prescrits. Donc, tous les médicaments qui lui ont été prescrits n'ont quasiment jamais été touchée. Comment on peut dire que cette femme a agi en étant détruite par son traitement? Même si moi je pense qu'elle était détruite par ce qu'elle était en train de traverser plus que les médicaments qu'elle prenait. Du côté de la défense, il présente Lindsay comme une femme qui était détruite certes par sa maladie, mais aussi par les traitements auxquels elle s'adonnait. En 4 mois, elle a reçu 13 molécules différentes par au moins 3 prescripteurs différents. Selon l'avocat, ce mélange de substances aurait provoqué chez elle des idées noires qui auraient malheureusement conduit aux différents homicides. Selon lui, Lindsay souffrait d'une psychose du postpartum. C'est un trouble qui arrive à environ 1 à 2 femmes sur 1000 et qui peut provoquer des délires et hallucinations après un accouchement. Et son argument, c'est pourquoi cette maman, qui a toujours été bonne avec ses enfants, qui les a toujours adorés, aurait viré comme ça du jour au lendemain. Bon, au début de l'histoire, je vous avais parlé de 3 incertitudes. On va y revenir maintenant. Premièrement, on peut pas être sûr que cette femme est passée par un épisode de psychose, puisque on peut pas fouiller le passé d'un cerveau. Ça laisse pas de traces indélébiles dans son cerveau, même avec un scanner, on peut pas être sûr qu'elle a vécu un épisode de psychose. Quand on dit que cette femme n'était plus en contact avec la réalité, c'est juste l'opinion des gens. Il y a personne qui peut prouver ça. Deuxièmement, les différentes preuves et les différents indices qui ont été avancés, que ce soit par l'accusation ou la défense, peuvent être lus dans les 2 sens. Quand on dit qu'elle a envoyé son mari loin pour prendre le temps de faire ce qu'elle avait à faire, l'accusation voit ça comme un mécanisme de préméditation, mais d'un autre côté, quelqu'un qui est en psychose veut juste aller au bout de ce qu'il est en train de faire. Donc elle l'a envoyé loin, mais c'est parce que c'est son délire qui l'a fait faire ça. Le truc des médicaments, elle n'a pas forcément pris son dernier traitement, certes, ça peut être un argument, mais on sait que le sevrage, quand il n'est pas fait correctement, ça peut avoir des effets désastreux sur les personnes qui prennent ces médicaments-là. C'est un argument pour l'accusation, mais c'est également un argument pour la défense. La troisième chose, ce qui est le plus troublant, ce que je vous ai dit au tout début, c'est que selon l'accusation, la toute première fois où Lindsay a affirmé avoir entendu des voix,
c'est après les faits. Et c'est là où on peut se demander, est-ce que cette psychose n'est apparue que quand elle est devenue utile juridiquement. On a beaucoup parlé de Lindsay, mais on n'a pas beaucoup parlé de Patrick, le papa. De son côté, quelques jours après le décès de ses enfants, il a publié un texte où il ne demande pas vraiment la justice, il demande aux différentes personnes de pardonner sa femme, parce qu'il écrit que la vraie Lindsay, c'était quelqu'un qui était profondément aimant, qui n'aurait jamais fait de mal à ses enfants, et qu'il souhaitait juste qu'elle retrouve la paix intérieure. En 2024, lors d'une interview qu'il a accordée, il va dire quelque chose qui est assez marquant et qui est très parlant. Il explique qu'il n'était pas marié à un monstre, il était juste marié à quelqu'un qui est tombé malade. Alors maintenant, je vous pose une question, besties. Si vous étiez dans le jury, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez envoyé cette femme derrière les barreaux? Est-ce qu'elle est responsable ou elle est juste malade? D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire si vous aussi vous traversez une période compliquée, que ce soit postpartum ou non, n'hésitez pas à en parler. Il y a un numéro, il y a le 3114 qui est toujours dispo 24 heures sur 24. Parlez-en à vos proches. Et si vous n'y arrivez pas, appelez ce numéro, parlez à votre médecin. En plein dedans, c'est très difficile et j'ai espoir de m'en sortir et j'espère que vous aussi vous en sortirez.